شكرا سيد الرئيس. Monsieur le Président, Messieurs les juges, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'être debout ici devant vous dans le but de défendre mon client, Monsieur Ahmad Al-Faki Hammadi, dans une affaire tout à fait unique et dans une procédure qui elle-même est unique et sans précédent, puisque c'est la première fois dans l'histoire de la CPI qu'elle accourt. J'emploie le terme unique parce que Monsieur Al-Mahdi a plaidé coupable, reconnaissant donc la réalité des charges retenues contre lui. Cette reconnaissance de culpabilité, comme vous le savez, Monsieur le Président, Messieurs les juges, fait partie intégrante de l'accord conclu entre les deux parties, accord qui comporte des dispositions détaillées relatives à l'arrangement auquel il a été parvenu en l'espèce et aux charges retenues contre M. Al-Mahdi. Donc, Monsieur le Président, Messieurs les juges, le début de ma plaidoirie aujourd'hui ne différera pas dans sa présentation des éléments qui ont déjà été présentés par l'accusation. Mais ce que nous entendons ajouter, c'est une explication, une interprétation des événements que nous voulons replacer dans leur contexte afin que cette auguste Chambre soit en mesure de prendre en considération l'ensemble des questions personnelles et l'ensemble des circonstances entourant les actions de M. Al-Mahdi lorsqu'elle aura à rendre sa décision. Les événements qui ont été présentés sont le reflet de la vérité. La vérité extraite de l'enquête menée par le bureau du procureur. Cependant, la présentation déjà faite reflète également les actions de M. Al-Mahdi dans le domaine de sa coopération, de sa reconnaissance des faits en tant qu'élément ayant eu une incidence sur ses actions et reflète la réalité des charges retenues contre lui. M. Al-Mahdi, par le biais de ses dépositions et de ses écrits, depuis les premières étapes de l'enquête, a montré de façon convaincante l'étendue de sa sincérité depuis le premier jour. Il l'a fait sans hésitation, sans avoir subi aucune pression ou menace. Et c'est dans ces conditions qu'il a répondu de façon véridique et sincère à ce qui lui était demandé, en dépit des difficultés, des risques et des obstacles qu'il avait à affronter. Par conséquent, nous aimerions que cette auguste Chambre prenne en considération tous ces éléments et cet aspect de la situation sera traité plus en détail ultérieurement par ma consoeur, mon confrère, correction de l'interprète, maître Gillison. Monsieur le Président, Messieurs les juges, il est d'une importance toute particulière que les présentes audiences se tiennent en un temps que l'on peut qualifier de temps record. Ceci n'est pas le résultat du hasard. Ceci est bien le résultat d'un effort soutenu de la part des deux parties et avant tout en raison du rôle joué par M. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi
qui a insisté depuis le début et avec fermeté pour reconnaître sa culpabilité sans dévier de cette position, fournir des dépositions sur ce point et coopérer avec la Cour sans retarder la procédure, sans tenter de négocier quoi que ce soit, car il a reconnu les faits, il a exprimé ses remords et il a reconnu donc regretter les actions qui ont été les siennes. Le fait qu'il ait demandé le pardon de la population de Timbuktu ainsi que de la population malienne et de la communauté internationale est également très important. Par conséquent, il importe au plus haut point de se pencher sur les éléments de preuve, sur les dépositions entendues également depuis quelques jours dans ce prétoire, et de le faire avec le plus grand sérieux, notamment s'agissant de la coopération de M. Al-Mahdi avec la Cour et de son désir de voir passer la justice, même si cette justice se prononce à son encontre et à l'encontre de ses intérêts. Par conséquent, Monsieur le Président, Messieurs les juges, tous ces éléments démontrent la sincérité de M. Al-Mahdi et la profondeur de sa reconnaissance de culpabilité. Il n'est pas surprenant dans ces conditions, et je parle à ceux qui suivent le déroulement de cette affaire, que les audiences récentes aient duré n'ait pas duré très longtemps par rapport aux procédures engagées dans d'autres affaires dont la CPI a eu à entendre. La présente affaire est un exemple de la simplification possible des procédures dès lors qu'un accord est obtenu sans supprimer en quoi que ce soit les difficultés et les complexités de l'espèce. Il importe donc que nous traitions des risques et des menaces qui pourraient se poser à la vie de M. Al-Mahdi, à celle de sa famille et à celle de ses proches. Il est important que nous prenions également ces éléments en considération sans perdre de vue que nous ne devons pas jeter le moindre doute sur la sincérité de M. Al-Mahdi lorsqu'il s'est exprimé de façon conforme à la vérité devant cette Chambre. Et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il s'est tenu debout devant vous pour vous dire toute la vérité. Nous connaissons d'autres affaires, d'autres audiences qui ont duré plus longtemps, même beaucoup plus longtemps, pas seulement devant cette Cour, mais également devant d'autres cours et tribunaux. Nous savons qu'en dépit du temps prolongé consacré à la recherche de la vérité dans ces autres affaires, cette vérité n'a pas vu le jour et la justice n'a donc pas été mise en œuvre. Nous savons que pour que la justice passe et pour que la vérité soit découverte, il faut emprunter un chemin malaisé. Et c'est ce que M. Al-Mahdi avait l'intention de faire lorsqu'il s'est exprimé de la façon la plus ouverte et la plus franche, la plus sincère devant vous le premier jour de la présente affaire. Monsieur le Président, Messieurs les juges, ce que j'aimerais vous soumettre aujourd'hui, c'est une explication, une précision de deux éléments importants qui permettent de remettre toute la situation dans son contexte et de mieux comprendre le cadre légal qui pourrait aboutir à une appréciation valable de la situation et de répondre à l'objectif qui est le nôtre. Ces deux éléments importants sont les suivants. Qui est M. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi? Tout d'abord,
Et ensuite, de quoi parlons-nous exactement? Que sont ces mausolées dont il a été question et que trouve-t-on derrière la destruction de ces mausolées? La défense considère que ces deux questions sont importantes dès lors qu'il convient d'aider la Chambre à prendre en compte les éléments nécessaires pour fixer la sanction à imposer à M. Al-Mahdi. Je pense que ces deux éléments concernent la personne de M. Al-Mahdi ainsi que les positions de l'opinion publique, car il importe au plus haut point que M. Al-Mahdi ne soit pas perçu de façon complètement différente de ce qu'il est. Et nous souhaitons également nous assurer que ses intentions ne seront pas interprétées de façon erronée que l'importance et la gravité de ces actes ne sera ni surestimée ni sous-estimée. Il est important que la Chambre comprenne quelle était la situation personnelle de M. Al-Mahdi au moment où il a commis cette erreur de jugement qui l'a conduit aux actions qui ont été les siennes et dont il a fait l'aveu. M. Al-Mahdi espère que ces actes répréhensibles constitueront une leçon pour tous ceux qui pourraient penser à commettre le même type de crime ou des crimes approchants. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé le pardon à son pays et à la communauté internationale. La première question dont je voudrais traiter, par conséquent, concerne la personne de M. Al-Mahdi, car contrairement à ce que l'on a pu dire dans des milieux publics, M. Al-Mahdi n'était pas un soldat, ce n'est pas un combattant. C'est un civil qui vient d'une tribu bien connue, qui a résidé à Tombouctou pendant 11 ans avant l'arrivée des groupes armés. Il a fait ses études à l'école Aska El Daïd, une école destinée aux Touaregs noirs, et a travaillé entre 2001 et 2006 avec la meilleure volonté qui soit. La majorité des étudiants fréquentant cette école faisaient partie de la tribu Sangui de Tombouctou, ce qui explique que cet homme était bien connu de cette partie de la communauté tombouktienne. Et entre 2007 et 2010, il a travaillé en tant que vice-président de l'Association islamique de la jeunesse, dont faisait partie la crème de la crème des habitants de Tombouctou. Dans cette période, M. Al-Mahdi s'est déplacé d'une mosquée à l'autre dans le but de prononcer des prêches devant différentes sections islamiques à la demande de ces mosquées. Il l'a fait bénévolement sans percevoir la moindre rémunération, ce qui montre que M. Al-Mahdi faisait intégralement partie de la communauté de Tombouctou sans se limiter uniquement à son groupe de croyants. Un peu plus tard, il est entré à l'Institut d'éducation et pendant 4 ans, ses résultats ont démontré ses capacités et un comportement exemplaire dans ses rapports avec la direction de l'Institut et les autres enseignants.
Monsieur Al-Mahdi a également été exemplaire dans sa participation au Conseil pour la réconciliation qui se penchait sur les litiges pouvant opposer des tribus entre elles. Et dans le cadre de ce Conseil, il est parvenu à résoudre un certain nombre de problèmes opposant différentes parties de la communauté musulmane en faisant preuve de tolérance mutuelle. Il a également été l'un des fondateurs du centre d'éducation au Coran et c'est avec d'autres érudits de diverses tribus et notamment la tribu la plus connue de la région, qu'il a accompli ce travail, ce qui montre que M. Al-Mahdi a joué un rôle positif et gagné le respect de secteurs divers de la communauté. J'ai pris ces exemples pour montrer qu'il a contribué à l'évolution de la communauté, bien entendu, mais ces exemples ne sont pas les seuls que je pourrais citer. Il y en a bien d'autres. Il serait trop long de les citer tous. Donc, encore une fois, nous sommes en train de parler d'une période de 11 ans qui a précédé l'arrivée des groupes armés dans la ville. Et tout ce que je viens de dire montre que M. Al-Mahdi faisait partie intégrante du peuple malien, en particulier de la population de Tombouctou, et était capable de prendre en compte et d'accepter des positions différentes, des groupes de croyants de nature différente, des groupes ethniques différents et des façons de penser différentes. Si nous nous penchons sur l'histoire avant l'arrivée des groupes armés, de nombreux éléments nous montrent que M. Al-Mahdi n'avait pas de ressentiment, il n'avait pas de haine ou de sentiments négatifs vis-à-vis de quelques membres de la communauté que ce soit. C'est dans ces conditions qu'il vivait sa vie au sein de la communauté, dont il faisait, je le répète, partie intégrante. Il a contribué à l'évolution de la vie sociale et universitaire de Tombouctou, et c'est la raison pour laquelle il a acquis une certaine notoriété au sein de la communauté et la confiance de cette communauté. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les groupes armés se sont efforcés de le leurrer afin de l'inclure dans leur rang lorsqu'ils ont occupé la ville. Monsieur le Président, Messieurs les juges, il n'y aurait aucun sens à penser que M. Al-Mahdi a pu, du jour au lendemain, devenir l'ennemi de cette communauté, devenir un destructeur de cette communauté en l'absence de facteurs externes, en l'absence d'éléments extérieurs qui ont abouti à cette séquence d'événements de 2012 et à la commission du crime qui lui est reproché. Ces circonstances, Monsieur le Président, Messieurs les juges, ces influences ont été nombreuses. Elles ont conduit à ce que Al-Qaïda en Afrique du Nord ait délibérément choisi de cibler M. Al-Mahdi pour essayer de l'attirer dans ses rangs à partir de 2006. Ces dirigeants d'Al-Qaïda se sont rendus compte de l'importance du rôle joué par M. Al-Mahdi au sein de la communauté et de la confiance que cette communauté lui portait, comme d'ailleurs les différentes tribus le faisaient également. Elles se sont donc rendues compte de l'incidence que cet homme pouvait avoir sur des secteurs très divers de la communauté. Ces dirigeants d'Al-Qaïda ont été impressionnés par ses connaissances, par la façon dont il interprétait
ce qu'il voyait par son interprétation du Coran, et c'est ainsi que ce groupe, après s'être penché sur son passé, sa situation financière, et avoir constaté qu'il était chargé de responsabilités financières au sein de sa famille, l'ont présenté à un groupe local afin de prendre la responsabilité de l'application de la charia et de l'application des lois islamiques. Ce groupe s'est donné le nom d'Ansar Din que nous utilisons nous-mêmes aujourd'hui. Il a commencé par déverser des cadeaux sur M. Al-Mahdi en lui offrant un ordinateur, un téléphone portable, une imprimante en couleur, des boîtes de CD avec des enregistrements concernant les idées et les positions religieuses. Et ils sont allés jusqu'à lui offrir plus de 40 000 euros, considérés comme une aide qui lui était donnée afin qu'il puisse rembourser les dettes de sa famille et améliorer sa situation financière. Voilà dans quelles conditions M. Al-Mahdi a rejoint ce groupe sans aucune coercition de la part de ce groupe et de son propre chef. Au vu de ces circonstances et des influences dont je viens de parler, M. Al-Mahdi a donc adhéré à ce groupe et a bénéficié de l'appui de Ansar Din suite à cela. Il a été chargé de la responsabilité d'inspecter les groupes militaires avant d'obtenir des promotions successives qui l'ont mené jusqu'à la tête de la Hezba, groupe d'application de la morale. Voilà donc dans quelles conditions il a été intégré à Ansar Din. Monsieur le Président, Messieurs les juges, dans ces conditions, Monsieur Al-Mahdi a fini par décider de participer au processus de destruction des mausolées qu'il a cru être une action acceptable sur la base de son interprétation religieuse. Et voilà ce qui me conduit à vous parler maintenant des mausolées et des écoles de pensée de l'islam qui s'appliquaient à l'interprétation de ce qu'étaient ces mausolées. Je pense que les explications que je vais vous apporter pourront aider la Chambre à mieux comprendre les conditions précises dans lesquelles M. Al-Mahdi se trouvait lorsqu'il a accepté ce processus de destruction. Cette présentation me paraît importante. Nous n'allons pas passer des heures à parler de ces diverses interprétations possibles. Je serai le plus bref possible, mais j'aimerais jeter quelques lumières sur la façon dont on peut aborder la question des mausolées dans les pays islamiques. Dans certains pays musulmans, en particulier les pays du Maghreb, et notamment aussi le Mali, le Niger et d'autres pays, la notion de mausolée est liée au fait que lorsqu'un être humain se trouve dans une situation de faiblesse, faiblesse financière ou faiblesse morale, et que cet être humain n'est plus capable de trouver des solutions par lui-même, il aura tendance à se tourner vers d'autres personnes, les saints en particulier, ou des personnes qui sont considérées comme plus proches de Dieu, afin que ces personnes l'aident à sortir de ses difficultés.
C'est pourquoi les citoyens, les musulmans, se rendent sur ces mausolées et plaident auprès des saints ou de la personne qui est censée être proche de Dieu pour demander quelque chose, espérer quelque chose. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, par exemple, se rendra sur un mausolée et essaiera de trouver un soulagement, de prier ce saint, de demander à ce saint d'aider Dieu, de l'aider auprès de Dieu. La même chose pour les musulmans qui ont des difficultés financières. C'est pourquoi les musulmans regardent les prêcheurs, les érudits de l'islam, les recherchent aux endroits qu'ils peuvent visiter, les mausolées, les sanctuaires. Et c'est la manière dont, dès le début de l'islam en Afrique, les choses se sont déroulées au moment de l'introduction donc de l'islam en Afrique. Ces sanctuaires, ces mausolées sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, et c'est comme cela que Tombouctou est devenue la ville des 333 saints, et ceci sur une période pendant la période de la présence islamique. Et si nous allions en Afrique du Nord ou dans les villes du Maghreb, nous verrions des sanctuaires, des mausolées un peu partout dans ces régions. C'est la raison pour laquelle la notion consistant à aller demander l'aide de ces saints la pléthore de ces saints et de ces mausolées est devenue un problème qui a donné lieu à des débats importants au sein de l'islam, à savoir est-ce que cela devait être autorisé ou pas, la construction de sanctuaires, de tombes. C'est devenu une question de débat, un sujet de débat. On a essayé d'interpréter le Coran, d'interpréter également les déclarations du prophète Mohammed. Et ceci a conduit à la création de différentes écoles, comme l'école Halafi, et aussi à la création de certaines sectes. La secte Wahhabi, par exemple. Chaque secte, chaque école de pensée interprète ces différentes choses, ces principes d'une manière différente. Et on peut voir, par exemple, regarder une secte malienne importante, proéminente en Afrique du Nord et dans les régions subsahariennes. Une secte telle que la secte soufie, par exemple, a pu trouver sa place. Dans le cadre de ces croyances, les saints sont des idoles, on y fait référence, alors que par ailleurs, il y a une approche diamétralement opposée, une autre secte, Wahhabi, qui interdit, qui condamne ces approches, qui va jusqu'à punir ceux qui adhèrent à ces notions. Au XIIIe siècle, Ibn Taymi a été le premier à réclamer l'interdiction du soufisme et a demandé la destruction de toutes les tombes. Il a même demandé le retrait de la tombe du prophète Mohammed et de sa fille.
Ces points de vue ont été ensuite renforcés, ont été développés par Mohammed Abdul Wahhab, le leader spirituel de cette secte. Mohammed ben Abdul Wahhab a interdit absolument interdit aux gens de bâtir des tombes. Ansardine, lorsqu'elle est arrivée à Tombouctou, a considéré qu'il suivait cette école wahhabi qui est contre les mausolées, comme je viens de l'expliquer. Ils ont considéré que bâtir des sanctuaires et des mausolées, eh bien, c'était interdit par la loi islamique et que ces bâtiments devaient être démantelés lorsqu'ils existaient. Pour résumer, et pour ne pas être trop long sur ce sujet, je dirais que M. Ahmad Al-Faqih Al-Mahdi a été consulté sur le sujet de la destruction des mausolées dans la ville de Tombouctou et qu'il a répondu qu'à son avis, et sur la base de sa conviction religieuse, il fallait les détruire. Je vous ai dit qu'il y avait différentes écoles de croyance. Selon son interprétation et l'école de croyance qu'il considère comme appropriée, eh bien, il a déclaré qu'il était possible de détruire ces mausolées, d'après justement cette doctrine qui interdit la construction de mausolées sur les tombes. Malgré sa conviction et cette doctrine qui autorise la destruction de mausolées, il n'a pas accepté cette destruction et il a refusé la destruction. Il a répondu au conseil de Ansardine. Sur ce point, il a répondu que si l'on devait détruire ces mausolées, eh bien cela donnerait lieu à des protestations populaires et que cela aurait des effets négatifs, qui seraient bien plus graves que de maintenir les mausolées sur les tombes. C'était son opinion lorsqu'on l'a consulté, mais l'émir avait une opinion différente. Et il a pris sa décision qui consistait à détruire ces mausolées. Et les membres du conseil, le chef de la Hezba, M. Mahdi, a dû suivre cette décision. Comme il était chef de la Hezba, M. Al-Mahdi a dû organiser la destruction. Les forces armées devaient suivre et les gens ont dû respecter la règle de la loyauté et suivre leurs dirigeants. Tout cela a été fait en connaissance de cause. Nous ne souhaitons pas avancer des excuses. Nous disons simplement qu'il était bien conscient de ce qui a été fait, qu'il l'a fait en pleine conscience et que la destruction a bien eu lieu. Il a d'ailleurs rédigé le prêche du vendredi où il a parlé de la légalité de la destruction des mausolées. À plus d'une reprise, il a présenté à la presse les raisons juridiques de cette destruction. Monsieur le Président, messieurs les juges, je vous ai fait là un résumé bref des événements et de la réalité de ce que M. El-Mahdi a fait, de ce qu'il a pu traverser. Monsieur le Président, messieurs les juges, Monsieur Al-Mahdi est ici devant vous aujourd'hui. Il admet en toute honnêteté et dans tous les détails le crime dont on l'accuse. Il exprime de graves remords pour le résultat de ses actions. Il demande votre pardon
Il demande le pardon des victimes, de ceux qui ont souffert, les enfants, les petits-enfants des saints. Il demande le pardon de la population de Tombouctou, de la ville de Tombouctou. Il demande le pardon du peuple malien. Il demande le pardon de toute l'humanité. Il demande à tous les musulmans dans le monde le pardon. Et il leur prodigue le conseil suivant: ne suivez pas mes traces, ne répétez pas mes actions, ce serait extrêmement grave et ça ne peut plus être corrigé. Et il a collaboré avec la Cour et il est prêt à poursuivre sa collaboration avec la Cour pour que la justice puisse être faite, puisse être rendue. Il souhaite participer, il souhaite œuvrer à la réconciliation et à la paix dans son pays, le Mali. Et il vous demande d'être clément, d'être indulgent et de faire preuve de bienveillance lorsque vous prendrez votre décision. Je vous remercie. Mon collègue Maître Gilissen va maintenant intervenir pour la deuxième partie de notre plaidoirie. Merci. جون-لوي جيليسان المداخلة في الجزء الثاني من مرافعتنا. وشكرا سيد الرئيس. سادة القضاة.